Bonjour, voici l'introduction à ce cours concernant la posture des dents. Alors, ce cours est découpé en plusieurs parties et c'est issu de ma propre méthode et pratique quand j'ai exercé la mission de coaching, d'accompagnement, de conseil et de formation. J'avais nommé Managitude et aussi de l'association avec d'autres méthodes. Alors, quel est le but de cette formation? Il y en a plusieurs. D'abord, les cibles de la formation, c'est une introduction, c'est une sensibilisation à la posture des dents, et ça n'a pas du tout de vocation à assurer la formation proprement dite, la formation à acquérir la posture des dents. C'est un cheminement relativement long qui va explorer beaucoup de familles d'outils et que chacun engagera à sa façon. Alors, le but final, pourquoi se former? Quels sont les besoins? Quels sont les intérêts de l'aidant comme de l'aider? Quelles sont les valeurs à prendre en compte et la déontologie d'une telle pratique? Ce qui me paraît important, c'est de prendre en compte que le contenu que je vous propose n'est pas lié à la prise en compte d'une posture professionnelle. La posture des dents, il faut l'entendre, dans mon sens, comme une méthodologie que tout un chacun devrait avoir en partie et qui peut développer au cours de sa vie, exactement comme on peut disposer des premiers soins en termes de santé, de biologie et d'accidents, de petits accidents. Question de posture. Je vous propose 3 phrases qui me paraissent assez caractéristiques de la démarche que je tiens à partager avec vous. La première, c'est cette expression: je vis dans la joie d'aimer plutôt que dans la peur de ne pas être aimé. Ne pas être aimé est une inquiétude, effectivement, qui peut polluer une posture. Vivre dans la joie d'aimer, c'est vivre dans la joie de pouvoir donner, d'aider l'autre, effectivement, de prendre soin de l'autre. Ce ne signifie pas que je ne prends pas aussi soin de moi. Je vis a priori dans une confiance lucide de l'autre et du nouveau, de ce qui va advenir, plutôt que dans la crainte de ce que je ne connais pas. J'accepte l'incertitude, entre autres l'incertitude liée à la posture d'aide qui peut déboucher sur un plus, mais peut-être pas. C'est un pari que l'on fait. Et puis enfin, cette troisième phrase: la cible éclaire le chemin qu'il a construit. Quand l'on cherche à aider, il ne faut pas être prisonnier de la cible, c'est-à-dire du but. C'est en cheminant parallèlement l'aidant et l'aider qui vont faire évoluer la cible. Et ceci grâce à certaines techniques que nous parcourons, que nous expliciterons durant cette formation. Alors, cette dernière phrase, en fait, signifie aussi que j'ai une culture assez développée dans le zen, dans la pratique spirituelle, des pratiques méditatives, j'y reviendrai. Donc, pour moi, la posture des dents bienveillants dont je vais témoigner s'illustre autour de ce petit diagramme sur les 3 pôles: devenir. Cheminer en posture de recherche-action continue. On ne devient pas un jour un aidant bienveillant. C'est le fil de la vie et les épreuves que l'on rencontre qui va faire que nous allons mûrir petit à petit.
prendre du recul. Devenir, prendre soin de l'autre, de l'environnement, mais aussi de soi. Nous avons une approche écosystémique, écologique, dans le sens de ce rapport à l'autre, à l'environnement. Aidant. Alors pour aider, eh bien, il y a toute une batterie de méthodes, de techniques, d'outils. L'écoute systémique, la communication assertive, la conduite du changement. Et puis, du côté du terme bienveillant, eh bien, il y a la philosophie du zen et du kaizen. Kaizen, c'est l'amélioration continue à petits pas. La pratique spirituelle, qui dans mon cas n'est pas du tout confessionnelle, mais qui est la quête du sens. Quel sens je veux donner à ma vie? Quel sens j'ai donné à ma vie passée? Et puis les pratiques méditatives que je pourrais aussi désigner par des pratiques de pleine attention. Comment je pilote mes facultés attentionnelles? Comment je les développe? Et enfin, il y a un pont entre aidant et bienveillant, c'est le relativisme de mon propre système de valeurs de croyance par rapport aux autres. Je suis un parmi d'autres, je ne suis pas le sachant qui sait et l'autre qui ne sait pas. Nous avons, dans le cadre de cette formation, à cheminer ensemble. Et souvent, l'aidant n'est pas celui que l'on considère comme aidant, mais c'est peut-être des fois l'aider qui est plus aidant et plus bienveillant que l'aidant. C'est très systémique, c'est-à-dire c'est en relation bilatérale. Chacun nourrit l'autre. Alors je reviens sur pourquoi se former. Pourquoi, étant détaché, effectivement, signifie pour quel but se former? Eh bien, nous sommes confrontés, chacun, on regarde bien de près, à des souffrances individuelles. On a effectivement les nôtres, mais aussi celles de nos proches, et puis de nos relations, plus ou moins éloignées. Des souffrances individuelles, mais aussi des souffrances collectives. Et je pense par exemple à des souffrances familiales, mais aussi dans le cadre d'une équipe, dans le cadre professionnel, ou dans une association. Le bénévolat n'est pas toujours signe d'absence de souffrance. Il y a donc ces souffrances qui sont face à nous et qui souvent nous déconcertent. Donc là, il y a un besoin réel. Nous avons en gros 20 à 25% de la population qui est en souffrance à un moment donné ou l'autre de sa vie. Et nous rencontrons, nous côtoyons ces personnes. Et nous pouvons être aussi ces personnes sur d'autres champs. Il y a aussi à questionner l'intérêt. Devenir aidant, acquérir une posture d'aidant, nécessite une motivation. Nous avons à gagner quelque chose en devenant aidant. C'est que nous apprenons aussi à être aidés, et nous en aurons peut-être besoin un jour ou l'autre. Et puis, il y a les intérêts de l'aider. Qu'est-ce que cherche l'aider? Souvent, il ne cherche pas de solution, il cherche à être entendu dans sa souffrance, il cherche à être rassuré, et il cherche à avoir une épaule sur laquelle il va pouvoir s'appuyer un moment. Les intérêts ne sont pas à laisser de loin. C'est important de bien identifier les intérêts pour lesquels on va s'investir en tant qu'aidant. Et puis donc, le troisième niveau, ce sont les valeurs. Quelles sont les valeurs qui vont nous porter vers cette posture et quelles sont les règles, la déontologie à respecter pour ne pas jouer à l'apprenti sorcier? Alors effectivement, on peut se donner un temps en présentiel de prise en compte de témoignages personnels pour tous ceux qui ont été confrontés, soit en étant aidés à un moment ou l'autre de leur vie, soit en étant en posture d'aidant, plus ou moins formés, plus ou moins libres d'agir, inquiets, en difficulté. Alors, au point de vue déontologie,
je pense qu'il est important de donner quelques frontières. Ces frontières ne sont pas étanches. Mais je vais en donner trois, et je dirais que ce sont trois qui existent dans le cadre de l'action professionnelle et qui, à plus forte raison, vont jouer dans un cadre d'aidant non professionnel. D'abord, je vais parler de la psychothérapie. La psychothérapie traite de personnes qui sont atteintes, traversent des périodes de maladie mentale, psychique. Et cette situation demande une assistance plus ou moins forte du praticien pour réaliser le diagnostic et pour aider à construire un plan d'action. En psychothérapie, le patient n'est pas dans la capacité à définir, à déterminer, à construire le diagnostic de ce qui le fait souffrir. Il a des symptômes. Bon. En accompagnement, en coaching, qui est le cœur de ma pratique, il y a des objectifs beaucoup plus modestes et nous n'avons pas affaire en tant que coach à des patients, mais à des clients qui viennent demander de l'aide pour développer tel ou tel point de leur projet de vie, que ce soit des développements de compétences ou de réduction de formes de travail, de souffrance au travail, dans le couple, en famille. Ils sont capables de dire effectivement ça ne va pas et ils veulent avoir de l'aide. Le pratiquant, donc le client, garde l'autonomie de diagnostic et l'élaboration du plan d'action. Le coach va l'aider à réaliser le diagnostic, à réaliser son plan d'action. Mais c'est le pratiquant, le client qui va, en finale, construire son diagnostic et son plan d'action, et puis, bien entendu, le mettre en œuvre. L'accompagnement se réalise dans une durée globale courte, égale ou inférieure à 20 heures, alors qu'en psychothérapie, il n'y a pas de limite. Donc, la frontière poreuse entre la psychothérapie et l'accompagnement nécessite pour l'accompagnement de savoir jusqu'où il peut œuvrer et quand est-ce qu'il doit dire non, ça, ce n'est plus de mon ressort. Alors, une autre frontière, c'est celle de la guidance spirituelle. On peut être impliqué, engagé dans une vie spirituelle, laïque, athée ou confessionnelle, qui repose sur une solidité psychologique et déjà bien établie et sur un rapport de confiance vis-à-vis d'un maître sur un temps très long. D'un maître, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Il peut y en avoir plusieurs. Ce sont des ressources d'appui. Et cette guidance spirituelle est présente dans la personne, au cœur de son acte de psychothérapie ou de son acte d'accompagnement de coach. Et il faut arriver à distinguer l'un et l'autre. Cette frontière peut être poreuse, mais elle peut être aussi dangereuse, car la guidance peut amener la personne à vouloir influencer le chemin de vie de la personne cliente en proposant son propre chemin spirituel, son propre sens que l'accompagnant donne à sa vie. Donc, méfiance, prudence. Et pourtant, dans la posture d'aidant bienveillant que je propose de partager, il y a un lien non négligeable entre l'approche spirituelle et l'accompagnement. Évidemment, la frontière avec la psychothérapie est importante à maintenir. Mais la frontière entre la guidance spirituelle et l'accompagnement de coaching peut être beaucoup plus poreuse et j'en donnerai les forces et aussi les limites. Alors, je vais proposer quelques définitions
pour pouvoir se retrouver quand on aura utilisé ces termes. Je pense par exemple à la résilience. L'aidant, mais aussi l'aidé, a besoin de développer une certaine forme de résilience. Alors je vais prendre une définition, celle de Boris Cyrulnik, qui a beaucoup travaillé sur cette question. C'est la capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une issue négative. Il y a un enjeu, il y a une prise de risque. La résilience n'est pas donnée d'avance en termes de réussite. Elle peut être bonne dans un secteur et pas du tout bonne dans le secteur juste à côté. La résilience est la capacité de sortir vainqueur d'une épreuve qui aurait pu être traumatique, avec une force renouvelée, l'art de s'adapter aux situations adverses en développant des capacités en lien avec le psychisme interne et l'insertion sociale. Si je reprends la racine de ce mot, c'est en mécanique. Une pièce métallique, un acier résilient, c'est un acier qui résiste au choc. Par exemple, le plastique est très résilient. Il ne se brise rarement par un choc, à moins que ce soit un plexiglas. Par contre, une vitre n'a pas beaucoup de résilience. Elle a surtout une très mauvaise résilience au choc d'objets pointus qui peuvent la faire vibrer et puis se fissurer. Développer une résilience, une forme de résilience, c'est être capable de ne pas se briser face à un certain choc, une certaine catastrophe. La posture d'aidant nous invite à réfléchir sur la bienveillance. La bienveillance, ce n'est pas un don, pour moi. Un aidant impliqué dans une double démarche d'approfondissement. D'un côté, il y a l'écoute, la parole assertive et l'accompagnement. Et de l'autre, une pratique spirituelle, je l'ai évoqué juste un peu avant, d'acceptation de ce qui est, de ce qui arrive et de ce qui diffère pour chacun en termes de chemin de vie, de finalité et de croyance. Et cette acceptation est à prendre comme accepter ce qui est, ne veut pas dire s'y soumettre. Ça signifie qu'en ayant regardé en face les risques, les menaces et aussi les opportunités, eh bien, je peux m'engager dans un chemin de vie qui va peut-être engendrer une bifurcation. L'aidant bienveillant a une responsabilité de ne pas être prisonnier de ses propres valeurs afin de pouvoir entendre et de rester réellement disponible à la réelle demande d'aide à laquelle il est confronté. La bienveillance s'appuie effectivement sur le don de soi et la mise en retrait de ses propres objectifs personnels. C'est devenir disponible à l'autre. La posture méta. Posture de prise de recul, de distance nécessaire pour faire face à une situation ou à résoudre un problème qui n'est pas forcément une posture méta elle-même. Un problème se résout rarement au niveau où il se pose. On a le problème qui peut être symptôme d'un problème plus grand. Le regard méta est une posture surplombante, englobant l'ensemble des parties prenantes, et en particulier l'aider et l'aidant. Par exemple, quand j'anime une réunion, je peux prendre une posture méta et la garder toute la réunion, telle une caméra cachée. Cette caméra observe tout ce qui se passe dans la salle, les participants, et aussi l'animateur que je suis en train d'animer. Je peux voir ainsi, je peux me voir commettre une erreur sans pouvoir la corriger ou l'éviter dans l'instant même. La réparation se fera dans un temps ultérieur si besoin. Cette posture méta n'est pas forcément opérationnelle dans l'instant. La dialogique, alors là, c'est encore plus difficile d'accès comme terme, et c'est pourtant important, très important. La dialogique est issue de la pensée en complexité d'Edgar Morin. C'est en réfléchissant à comment je pense ce que je pense, c'est-à-dire une posture d'introspection,
que je peux arriver à faire dialoguer des logiques différentes. La dialogique supplante alors la dialectique. C'est ce que m'a apporté donc l'œuvre d'Edgar Morin. La dialogique, c'est accepter ce cycle, cette dimension systémique et récursive de l'ordre, du désordre et de la réorganisation qui permet de trouver un nouvel ordre, qui va engendrer un désordre, etc. La dialogique reste indigeste au plus grand nombre, voire inaccessible aux formes de pensée mécanistes dualistes. Il est vrai que le cerveau du bébé, à la naissance, est génétiquement structuré par une pensée mécaniste et aussi statistique. C'est une des dimensions de l'humanisation que de pouvoir s'en détacher et de pouvoir ainsi accéder à la dialogique, une forme ou dimension de l'altérité. La dialogique, c'est donc aussi accepter de discuter, d'échanger, en ayant mis un peu de côté la notion de désaccord, car il n'y a pas une vérité, mais chacun est porteur de sa propre vérité, c'est-à-dire sa propre conviction, et a en général beaucoup de mal à l'exprimer. Alors, l'engagement. L'engagement, c'est ce qui résulte après une acceptation, et je rappelle que l'acceptation, ce n'est pas la soumission à ce qui est, c'est oser regarder en face les risques auxquels je suis exposé, auxquels la personne aidée est exposée, en étant libéré de toute peur, en étant vigilant, inquiet de manière objective, à chacun des actes qui vont permettre de prendre en compte ces peurs. Et à partir de là, je vais pouvoir m'engager ou inciter l'autre à s'engager. La lenteur, le vide et l'engagement accélèrent la profondeur de chaque instant qui passe. Ils donnent en pleine harmonie la force de conduire son propre changement intérieur, seule voie de la transformation sociale et de l'humanisation du monde. Quand je dis seule voie, cela signifie que celui qui n'engage pas, qui ne s'engage pas, ne fait rien bouger. Maintenant, les chemins sont multiples, et comme dit un proverbe chinois, c'est en haut de la montagne que je peux découvrir tous les chemins qui y conduisent. Nul n'est meilleur que l'autre de chemin, mais chacun doit trouver le chemin qui lui correspond au mieux. Alors, le plan de la formation, eh bien, donc je viens d'exposer un petit peu les buts et puis quelques points fondamentaux. Mais il y a des compétences à développer. Quelles sont les ressources d'accompagnement, de pratiques attentionnelles, de pratiques méditatives, de pratiques spirituelles, le souci de soi, la quête de sens. Et puis, le quatrième pilier, c'est cette théorie de l'acceptation et de l'engagement que j'ai découvert et qui vient du Canada et qui est finalement très très proche de ma propre pratique. Donc, j'ai pu mettre en mots et en figures une pratique d'accompagnement et une pratique spirituelle qui s'accommode bien de cette théorie, qui correspond à cette théorie. Et quand on a pris possession petit à petit de chacune de ces familles d'outils, de pratiques, de méthodes, on va pouvoir se poser la question de quelle est la posture d'aidant la plus adaptée en fonction du contexte et de la demande de l'aider. Il n'y a pas de réponse. Il y a simplement ce souci essentiel de dire chaque chemin est singulier pour chaque personne et donc il y a autant de personnes à accompagner, à aider, que de méthodes et de moyens pour l'aider. Je termine ainsi cette partie introductive de la formation.